Bonsoir. Alors si je vous parle d'avion de chasse, vous allez penser peut-être au Mirage 2000, au Rafale ou au F-22, mais s'il y en a un qui revient très souvent, c'est bien le F-16. Il a été une révolution dans l'aviation de chasse américaine, en apportant des innovations jamais vues auparavant, des principes aérodynamiques nouveaux et une approche du combat très différente de ses prédécesseurs. Aujourd'hui, je vous propose qu'on analyse ensemble son histoire, sa conception, ses caractéristiques qui ont tant séduit, le tout saupoudré de prototypes étranges et de recherches scientifiques intéressantes. Alors avant de commencer, si ça vous plaît évidemment, pensez à vous abonner. Je sors une vidéo toutes les 2 semaines en rapport avec l'aviation, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Mais bref, ne perdons pas plus de temps, commençons comme d'habitude par poser un petit peu de contexte. S'il y a une période très sombre de l'histoire, c'est bien la guerre du Vietnam, qui fut un champ de bataille monstrueusement violent en même temps qu'un laboratoire à armes de guerre. Et ce laboratoire, bien que déplorable éthiquement, a appris aux Américains que le F-4 Phantom II déployé à l'époque avait de grosses faiblesses. En effet, il était gros, lourd et donc peu manœuvrant, et les ennemis, avec leur MiG-21 très léger, utilisaient ce manque de manœuvrabilité à leur avantage, pour détruire les F-4 avec une grande facilité. Tout ça a généré des pertes du côté américain assez monstrueuses, avec environ 70 F-4 Phantom détruits par les MiG-21 au Vietnam. Alors forcément, en constatant ces résultats, l'armée n'est pas convaincue du tout et veut se doter d'un avion différent. Un avion moins cher, plus manœuvrant et plus moderne. On est en 1965 et l'Air Force fait une demande de proposition pour des projets qui pourraient répondre à ce besoin. Alors les différentes entreprises réfléchissent tranquillement, sauf qu'en 1967, ce truc entre en service. Le MiG-25, un intercepteur soviétique vendu comme excessivement performant, notamment en termes de vitesse. Alors les ricains se chient dessus, littéralement, et ils abandonnent tout, en focalisant tout sur le F-15. Et oui, le F-15 qui fut une réponse au MiG-25. Alors le F-15 c'est super, mais là on est sur une vidéo qui parle du F-16. Alors qu'est-ce qui se passe pour lui? L'armée raisonne un peu et se dit que l'idée d'un chasseur léger c'est toujours pertinent. Un F-15 c'est bien, mais ça reste gros, cher et pour un combat rapproché c'est pas toujours optimal. Du coup l'appel d'offres reprend pour de bon en 1971. Alors on va regarder ensemble ce qui est demandé par cet appel d'offres. Premièrement une maniabilité... Tu vas pas me voler mon boulot toi. Quoi, je présente non? Tu crois que t'as les compétences pour ça? J'en ai vu des cons à l'armée, hein, mais alors toi? Bonsoir, je travaille toujours à l'Air Force. Ils n'ont plus de budget à cause de la guerre au Vietnam, du coup j'ai toujours pas changé de casquette, mais bref. C'est l'hécatombe, les F-4 Phantom tombent comme des mouches, et ça me déplaît. Il faudrait un avion très manœuvrant, bien plus qu'un F-4 Phantom, le tout étant capable de voler à la fois doucement et rapidement. Alors pour réussir à faire tout ça, il faut un avion qui soit léger, moins de 9 tonnes. Son rapport poids-puissance doit être très important, ce qui lui permettrait d'avoir une accélération digne de ce nom. Ce chasseur doit être compact pour pouvoir maximiser la manœuvrabilité en limitant les coûts. Ce que le combat au Vietnam nous a appris, c'est que les missiles ne sont pas parfaits, ils ne touchent pas à chaque fois. Et en combat rapproché, ça ne s'améliore pas. Il nous faut donc un canon pour répondre à ces situations. C'est bon, je peux parler? Alors pour ce projet, plusieurs entreprises répondent avec des designs différents. L'idée était de financer les prototypes de 2 constructeurs et d'en garder qu'un à la fin. Plutôt logique. Alors dans tout ce merdier, ils gardent Northrop et General Dynamics, le premier faisant le P600 et le second faisant le modèle 401. Alors chacun des modèles cités ont des antécédents, comme le P530 qui a les ailes particulièrement droites, ou le modèle 404 bidérive par exemple. Alors les 2 entreprises sont sélectionnées et commencent le développement des prototypes. Northrop opte pour une configuration bimoteur. Ça permet de mettre 2 moteurs un peu moins puissants tout en gardant un rapport poids-puissance intéressant. Également, il a de bonnes capacités à basse vitesse. Alors tout ça c'est bien beau, mais chez General Dynamics, ils vont un petit peu plus loin. Bonsoir, je suis l'ingénieur en chef du modèle 401 chez General Dynamics. Oui, posez pas de questions, j'ai été viré de chez Boeing parce que j'ai dit que le JT9D était fiable. Écoutez, on fait tous des erreurs, hein. J'ai réfléchi un petit peu. Ils veulent augmenter la maniabilité? Eh bah très bien, on va mettre une configuration instable. Quoi? Instable? Ça a l'air bancal ton truc. Oh, pas tant que ça. En fait, c'est une histoire de centre de gravité et de portance. Mais pour bien comprendre, il faut d'abord savoir ce qui se passe quand un avion tourne. Ici, on peut voir un avion de face, qui vole tout droit. On voit les 2 forces qui s'équilibrent, la portance en bleu et le poids en jaune. Eh bien, en virage, quand tu mets du roulis sur le côté, l'équilibre est un peu différent. Quand tu fais ça, la résultante de la portance change, parce qu'elle est toujours perpendiculaire aux ailes. Elle prend donc le même angle que l'avion. Sauf que là, au lieu d'avoir une composante, tu en as 2. Une force orientée vers le côté qui te permet de tourner, d'où l'intérêt de mettre du roulis, et une autre toujours vers le haut.
qui est la portance verticale qui reste. Sauf que, forcément, cette portance est amoindrie par rapport à la position normale de l'avion, ce qui peut le faire descendre. Et pour contrer cette descente, on agit sur les gouvernes de profondeur à l'arrière pour renforcer la résultante de la portance, en augmentant donc l'angle d'attaque. Le truc, c'est que cet angle d'attaque génère beaucoup de traînées, ce qui fait perdre à ton avion beaucoup d'énergie. Alors comment limiter cette perte? Eh bien, en augmentant la portance générale, et ce, avec un profil instable justement. Alors pour bien comprendre, on va prendre un avion dit stable, comme justement le F4 Phantom 2. Il a son centre de gravité à l'avant de son centre de portance, ce qui fait que si tu lâches les commandes sans compensation, ton avion piquera du nez. Et ça, c'est bien en vrai, ça limite le risque de décrochage. Par contre, il faudra en permanence que tu actionnes les gouvernes de profondeur pour garder ton assiette, ce qui, premièrement, génère de la traînée, mais aussi et surtout une contreportance à l'arrière de l'avion. Contreportance qui s'accentue quand tu fais un virage serré avec un grand facteur de charge, parce que les gouvernes de profondeur sont hautement sollicitées à ce moment-là, en plus du centre de gravité qui contre leurs effets. Alors comment faire en sorte de limiter cette contreportance? En reculant le centre de gravité derrière le centre de portance. Cette fois-ci, l'avion ne veut plus piquer du nez, mais veut monter. Et pour empêcher l'avion de monter, tu dois générer de la portance avec tes gouvernes de profondeur. Et ça c'est super, parce qu'au lieu de soustraire de la portance comme sur le F4 Phantom, tu l'ajoutes. Et donc, quand tu es en virage avec gros facteur de charge, le poids va certes augmenter, mais va être bien réparti sur les ailes et les gouvernes de profondeur, ce qui est bien plus efficace. Et c'est là qu'on arrive sur ce graphique, qui donne les performances en virage du projet de General Dynamics. Alors oui, il fait peur à première vue, mais vous allez voir, c'est pas très compliqué. En abscisse, on a la vitesse en Mach, et en ordonnée, la vitesse de rotation en degrés par seconde. Plus c'est élevé, plus ton avion est efficace en virage. Plutôt logique. Ici, ça se passe à 4500 mètres de haut environ. L'objectif est de ne pas perdre d'altitude. Alors la courbe a cette forme. Elle montre qu'il faut une certaine vitesse pour pouvoir tourner. Plutôt logique. L'avion doit s'appuyer sur l'air, et on remarque que le maximum est d'environ 20 degrés par seconde, entre 8 et 9 G, à une vitesse allant de Mach 0,7 à 0,9. Ensuite, ça redescend aux alentours de Mach 1, puisque les gouvernes sont moins efficaces à cause des flux supersoniques. Et cette tranche de vitesse où le F-16 tourne bien est justement celle estimée par les militaires comme étant le futur du combat aérien. Bah oui, si tu fais des virages pareils à Mach 2, tu te prends 20 G dans la gueule, c'est pas fou quoi. Alors c'est super, le projet de General Dynamics selon ce tableau tourne plutôt bien, mais là on n'a pas d'échelle. Tiens, comparons avec le tableau du F4 Phantom. Ah bah là c'est plus la même chose. À la même altitude, c'est 14 degrés secondes au max, à 7 G aux alentours de Mach 0,8. Et c'est une pointe, c'est pas une plage de vitesse. Donc c'est encore moins facile à tenir, surtout que dans ces phases-là, tu perds vite de la vitesse, donc tes gouvernes perdent naturellement en efficacité. Et tout ça, ça affecte le turn radius, ou grossièrement le rayon de virage en français. Rayon qui, au plus efficace, est de 600 mètres environ pour les F-16, et environ 1100 mètres pour les F-4 Phantom, soit quasiment le double. Bon, et là t'as le F-104 qui fait ce qu'il peut, mais bref. Toutes ces explications alambiquées pour vous dire que la configuration instable est game changer, et qu'elle aurait même sa place dans le cahier des charges. Mais évidemment, cette instabilité ajoute quelques contraintes tout de même. On l'a vu tout à l'heure, si tu lâches les commandes, ton avion monte. Et le risque de décrochage est très important. Et en plus de ça, les commandes répondent très fort, notamment les gouvernes de profondeur. Et c'est pour ça qu'on sera obligé d'intégrer des commandes électriques. Alors le cahier des charges est en poche et le développement peut commencer. Les deux constructeurs, Northrop et General Dynamics, commencent à esquisser leur prototype. Chez Northrop, ils font le YF-17, un avion assez reconnaissable, on en reparlera, et General Dynamics font le YF-16. Les deux ont les ailes en flèche, et ce dans la configuration instable dont on vient de parler. Ils ont tous les deux un rapport poids-puissance de quasiment 1 pour 1, ce qui était requis par le cahier des charges. Il y a aussi une chose sur laquelle ils sont assez similaires, les apex. Ils servent à avancer le centre de portance, participant à la configuration instable. En plus, ça augmente la portance globale. Grossièrement, c'est équivalent à des canards fixes si vous voulez. Et ça génère des vortex qui passent au-dessus de l'aile, ce qui dynamise le flux, augmentant la portance, surtout quand l'angle d'attaque est important. Et pour couronner le tout, c'est un avantage sympa parce qu'on a pu loger le canon Vulcain F61 en dessous, le bon gros rototo qui tire 6000 coups par minute. Bah oui, à la base on savait pas trop où le mettre, en fait. Alors ces apex ont été étudiés avec la NASA, parce que là-bas t'as des têtes, et des grosses souffleries aussi. Vous allez voir que le F-16 et la NASA ont une sacrée histoire d'amour, on en reparlera. Mais revenons à nos prototypes, parlons un petit peu de leurs différences. L'une d'entre elles est le nombre de moteurs. Le YF-17 est bimoteur, les deux sont proches l'un de l'autre pour limiter le lacet induit en cas de panne d'un des deux.
Le YF-16, quant à lui, reste monomoteur. Les verrières sont aussi très différentes, celle du YF-16 étant une bulle sans arceau, ce qui permet au pilote d'avoir une vision très dégagée. Par contre, ça veut dire qu'en cas de collision aviaire, la verrière doit tenir le coup, vu qu'il n'y a pas d'arceau. Elle est donc lourdement renforcée, ce qui la rend difficilement cassable. Alors sur le papier c'est sympa, mais si on doit s'éjecter, c'est un peu plus compliqué. Parce que lors d'une éjection sur un avion de chasse standard, des petites charges explosives brisent la verrière, ce qui permet de faire passer le pilote. Du coup, pour l'éjection, il est prévu de faire partir la verrière tout entière, puis faire éjecter le pilote, ce qui prend quelques fractions de seconde. Le YF-17, de son côté, n'est pas concerné par ce problème, ayant une verrière classique. Comme différence, il y a aussi les entrées d'air, mais ça on en reparlera un petit peu plus tard. Là je vois sur mon script qu'ils sont sur le point de faire des tests... Bon, allez, regardons ça, vous allez voir, la méthode en plus elle est assez intéressante. On est le 20 janvier 1974. Alors, pour vérifier que tout va bien, ils font des tests de roulage, pour voir si le moteur fonctionne correctement, pour tester les freins et le contrôle au sol. C'est une journée de test tout à fait banale, sauf que... il est sympa le YF-16, non? Ah oui, oui, oui. Oula. Oh le con! Philippe, qu'est-ce que tu branles? Le moteur il pousse un peu trop là. Mais coupe les gaz! Ah mais je peux plus m'arrêter, hein, je décolle. Mais fais quelque chose! Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors... Ce qui s'est passé, c'est que Philippe F. Ostricher, bon, ce gars-là, a coupé les gaz. Et effectivement, il l'a fait. Mais c'était un petit peu tard, et surtout, la tuyère à la sortie du moteur ne s'est pas réouverte, ce qui a ralenti la baisse des gaz. En fait, cette tuyère était programmée pour qu'elle ne se rouvre pas avant que les roues aient quitté le sol, pour maximiser la poussée au moment du décollage. Sauf que là, ça a merdé quoi. Le truc c'est qu'avec cette vitesse, la portance devenait vraiment importante. Et une légère action sur le roulis a fait partir l'avion en oscillation quasiment incontrôlable. Alors constatant le problème, le pilote a remis les gaz et a juste décidé de voler. Alors le mec est un tchad, hein, vraiment, parce que l'avion était très difficilement contrôlable. Ah oui, il n'était pas censé voler et les commandes électriques étaient pas prêtes. Le roulis était beaucoup trop fort, surtout à basse vitesse. C'est pour ça qu'on le voit beaucoup galérer au début à stabiliser l'avion. Mais malgré ça, le mec fait voler l'avion, fait un tour rapidement pour se réaxer sur la piste, et se pose sans aucun problème. Sachant qu'il avait endommagé au moment du décollage sa gouverne de profondeur. Rien de gravissime, mais quand même. Alors parlons de ces commandes électriques, qui sont un peu la raison de ce merdier. Ils ont eu l'idée saugrenue sur les YF-16 de mettre un manche qui ne bouge pas. Alors ça paraît complètement débile, et ça l'est, hein. Grossièrement, le manche captait la force que tu appliquais dessus pour envoyer des informations aux gouvernes. Sauf que pour les pilotes, c'est infiniment plus intuitif d'avoir le mouvement réel plutôt qu'une force. Le corps comprend beaucoup mieux ce qui se passe quand ça bouge. Plutôt logique, on est d'accord. De toute façon, les pilotes étaient d'accord, hein, ils ont gueulé, et ça a donné le manche qu'on connaît aujourd'hui avec un léger mouvement. Certes, avec un peu moins de débattement que sur les autres avions, mais avec un mouvement quand même. Mais bref, allez, reparlons de nos prototypes. Le YF-16 fait son premier vol officiel le 2 février 1974, et un peu plus tard, le 9 juin, c'est au tour du YF-17. Ils étaient tous les deux très bons, mais pas aux mêmes endroits. Par exemple, le YF-16 était plus léger, donc plus manœuvrant et capable de supporter un plus grand facteur de charge. Par contre, la taille plus grande du YF-17 le rendait plus autonome, vu qu'il pouvait embarquer plus de carburant. Alors qui va gagner? Roulement de tambour inutile parce que tout le monde le sait. C'est le YF-17, avec la Navy. Ah mais non, c'est l'Air Force. Ouais, c'est le YF-16, ouais. Faites genre que vous êtes choqués s'il vous plaît. Et oui, le YF-17 est devenu le F-18, qu'on connaît vachement bien aujourd'hui pour être très utilisé sur les porte-avions américains. Et c'est ici qu'on va l'abandonner. C'est une vidéo sur le F-16, c'est normal. Alors parlons de ce F-16. Il a été sélectionné par l'Air Force pour plusieurs raisons. Premièrement parce qu'il a le même moteur que le F-15, soit le General Electric F-110, qui est un très bon moteur. C'est terrible de se dire qu'un F-15 a la puissance de 2 F-16 quand même. Hein. L'intérêt de ce choix de moteur, c'est que tu peux créer une économie d'échelle en équipant 2 modèles de l'Air Force. En plus, les équipes de maintenance sont déjà formées dessus, donc finalement c'est mieux en tout point. Mais il y a aussi une autre raison pour laquelle le F-16 a été sélectionné. C'est qu'il a gagné la compétition par rapport au YF-17 sur le marché international. C'était pour le projet ACF, pour Air Combat Fighter, qui était destiné à développer un avion pour équiper l'OTAN, surtout en Europe.
Bah oui, à l'époque, certaines armées avaient le F-104 comme chasseur. On s'en souvient, hein. Voilà, il tournait pas, il était excessivement dangereux à faire voler, d'où son nom, hein, le faiseur de veuves. Du coup, les Européens ont prévu d'acheter du F-16, ce qui est une décision assez sage. Je pense qu'on est d'accord. Tout ça, c'est une super nouvelle pour notre programme, parce qu'il est financé et que la production peut commencer. Et le 17 août 1978, il entre en service. Il est rapidement fabriqué et dans un premier temps en deux versions, la version A et la version B, qui sont quasiment les mêmes, c'est juste le nombre de sièges qui change. Niveau armement, c'est très polyvalent, il peut faire à la fois de l'air-air et de l'air-sol, en embarquant par exemple des AIM-9 pour le combat aérien, et des bombes ou missiles anti-navires pour l'air-sol. Et évidemment, on n'oublie pas le Rototo M61 qui dégonde tout ce qui bouge à 6000 coups minutes. Ce dernier sera surtout utilisé en combat air-sol. Les pilotes visaient les objectifs et ils tiraient, plutôt logique. Ils étaient assez surpris de la précision, mais surtout de la puissance du canon. Parce que l'avion est pas très grand et cet énorme truc juste à côté d'eux, ça faisait un boucan monstrueux, l'avion vibrait dans tous les sens. Les pilotes disaient que ça faisait un bruit de tronçonneuse collé à l'oreille. T'imagines l'inconfort du truc? Bref, l'avion est rapidement déployé et connaît le combat à partir de 1981, où Israël, ouais toujours eux, attaque la Syrie, ce qui mènera à la victoire aérienne d'un F-16 sur un Mi-8, puis un peu plus tard sur un MiG-21. Mais bref, ne parlons pas de combat ici, on est là pour parler technique. Alors, dans le même temps, toujours en 1981, les versions C et D font leur apparition. Elles ont le même principe que les A et les B, c'est-à-dire C monoplace et D biplace. Elles ont comme ajout la capacité de faire du vol tout temps. Bah oui, c'est pratique quand même. Et elles ont un radar assez puissant pour pouvoir faire du tir beyond visual range, c'est-à-dire hors de portée de vue, ce qui est une grande avancée pour l'époque. Pour alléger la production aux États-Unis, une partie de tous ces F-16 des versions A à D ont été fabriquées sous licence dans certains pays clients, comme entre autres les Pays-Bas, la Turquie ou la Corée du Sud. Mais le F-16 n'a pas servi qu'à la guerre, il a aussi permis à la NASA de faire de la recherche. Et là on arrive sur une partie de la vidéo super intéressante, vous allez voir c'est super. Alors pour le petit contexte, ça vient de la volonté de l'Air Force de remplacer ces F-111, qui sont destinés à faire de l'attaque au sol, seuls, sans escorte et sans brouillage. Donc quelque chose d'assez dangereux. Le nom du programme c'est Enhanced Tactical Fighter, pour avion de combat tactique amélioré. Alors il y a deux propositions de deux entreprises différentes. Premièrement celle de McDonnell Douglas avec le F-15 Eagle, ou F-15E, et deuxièmement un avion très spécial fait par General Dynamics, le F-16XL. Alors je vais me permettre de donner mon avis. Cet avion est selon moi dans le top 5 des plus beaux avions jamais créés. Voilà, il est magnifique, les gens, vraiment c'est un truc de fou. Je crois que je suis vraiment amoureux des avions double delta, moi. Et si ce n'était que ça, parce qu'en plus il était bon. L'aile générait énormément de portance, donc c'était bien pour un potentiel emport. Et l'aile delta avait un volume interne bien plus important, ce qui permettait le stockage de beaucoup plus de carburant, augmentant donc son rayon d'action en multipliant par 1,5. Ah et oui, il était capable de faire de la super croisière. Globalement voler au-dessus de Mach 1 sans utiliser la post-combustion. Voilà, l'avion était parfait, hein, il n'y a pas à dire. Pour la petite histoire, ce projet était dans la tête de Harry Hillaker, le père du F-16 entre guillemets. Et ce depuis pas mal de temps. Parce qu'il ne savait pas au début du programme F-16 que l'avion serait finalement destiné à faire beaucoup de combats air-sol. Initialement, il était pensé pour de l'air-air. Et Harry a dit que s'il avait su que le F-16 aurait ce rôle, il l'aurait fait comme le XL. Bah oui, c'est mieux d'avoir du carburant dans les ailes plutôt que dans des bidons qui génèrent une traînée énorme. Puis l'emport en bombes, en missiles, en masse, ça n'a rien à voir, c'est forcément meilleur. Alors malheureusement pour le XL, c'est le F-15E qui sera sélectionné par l'Air Force. Premièrement pour une raison de coût, parce que le F-15E est très similaire au F-15 de base, et le fait qu'il soit bimoteur rendait les perspectives d'évolution plus simples, et en cas de panne, si t'as un des deux moteurs qui meurt, c'est mieux que de ne plus avoir de moteur du tout. Et c'est malheureusement pour ça qu'il n'y aura que deux F-16XL qui seront construits, un biplace et un monoplace.
Mais c'est pas si grave que ça, parce que les XL seront utilisés par la NASA pour faire des tests aérodynamiques, ce qui mènera à des photos absolument magnifiques avec le SR-71. Voilà, deux beautés côte à côte, c'est formidable. À la NASA, ils ont testé les flux laminaires sur les ailes, pour faire de la recherche permettant potentiellement le développement d'avions civils supersoniques moins consommateurs. Alors les flux laminaires, comment ils faisaient pour les générer? Grossièrement, ils ont percé plein de petits trous sur l'aile, et ont placé un aspirateur dedans, ce qui attirait les turbulences, qui rendait le flux d'air moins perturbé. Voilà, j'ai pas trop compris, je vous avoue. D'ailleurs, si vous en savez plus, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Voilà. Et c'est pour cette raison que sur ces photos, les ailes sont asymétriques. L'une des deux était percée de trous pour faire des tests, et l'autre était inchangée pour comparer. Et il paraît que ça ne posait pas spécialement de problème de pilotage. C'est fou ça quand même. Les deux F-16XL construits auront une carrière assez longue et tumultueuse, entre les arrêts des expériences et les reprises assez aléatoires. Le dernier vol d'un F-16XL aura lieu en 2009, sans perspective de remise en fonction. Ah, la belle époque où la NASA était dirigée par des gens compétents. Ah merde, c'est en train de rec. Alors le F-16 ne servira pas à la NASA uniquement avec le XL, mais également avec le NF-16D, nommé aussi X-62, qui était contemporain au X-31 de Rockwell, et le F-18 Harv de McDonnell Douglas. C'étaient des avions destinés à tester le thrust vectoring, la poussée vectorielle en français, c'est-à-dire rediriger le flux d'air qui sort du moteur pour augmenter la maniabilité de l'avion, surtout quand l'angle d'incidence est important. L'idée c'est que ces petits volets bouchaient plus ou moins l'entrée d'air de manière à orienter le flux. Et ça marchait si bien que sur le X-31, ils ont carrément retiré la dérive, parce que le lacet était géré par la poussée vectorielle. C'est fou d'en arriver là. Alors les résultats de recherche sur la poussée vectorielle seront utilisés un peu plus tard sur des avions un peu plus récents, comme le F-22 ou ce truc là. Bref, je disais tout à l'heure, le F-16 et la NASA ont une grande histoire d'amour. Et bordel, est-ce que c'était beau, putain! Allez, est-ce que ça vous dit qu'on revienne au F-16 premier du nom et qu'on fasse une petite analyse un peu plus générale de l'avion? Vous allez voir, il y a plein de contraintes qui nécessitent des solutions assez intéressantes. Commençons à l'avant de l'avion, par quelque chose qui fait la réputation du F-16, cette fameuse entrée d'air. Alors regardons-la d'un peu plus près. Elle est située sous le nez. Alors, pourquoi ce choix? Eh ben, parce qu'à fort angle d'attaque, c'est plus efficace. L'air est moins perturbé par le fuselage de l'avion. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de perturbation non plus. C'est pour ça qu'ils ont mis un petit gap entre le fuselage et l'entrée d'air. Alors comment ça marche et à quoi ça sert? C'est pour être sûr que le flux d'air qui rentre dans l'entrée d'air est toujours laminaire. Parce que le nez génère des perturbations. Et si tu fais rentrer ce flux, le haut de la soufflante du moteur sera sous-alimenté. Ce qui peut générer un effort radial, qui génère de la flexion sur l'axe moteur, ça fait des vibrations terribles, bref, il y a de quoi détruire ton moteur facilement. Mais là, le flux reste supersonique, si on vole au-dessus de Mach 1. Et pour le moteur, c'est pas ce qu'on veut. Ce dernier doit être alimenté par un air subsonique. Si c'est supersonique, ça le fait caler, c'est pas très efficace. Alors pour éviter ça, il y a deux choses importantes à faire. Premièrement, il faut écarter les ondes de choc de l'entrée d'air. C'est pour ça qu'il y a cette petite extrusion à l'avant. C'est le même principe que sur le F4 Phantom, mais orienté horizontalement. Elle sert aussi à faire la fameuse séparation des flux dont je parlais tout à l'heure. Et deuxièmement, il faut ralentir l'air à l'intérieur de l'entrée d'air. C'est pour ça qu'elle a une forme de cône, entre très gros guillemets. L'idée c'est que la section de l'entrée d'air à l'avant a une surface beaucoup plus petite qu'à l'arrière, devant le moteur. L'air peut donc se détendre en prenant plus d'espace, ce qui le ralentit à des vitesses subsoniques. Et c'est grâce à ça que l'avion est capable de voler jusqu'à Mach 2, même s'il n'est pas vraiment designé pour ça. En réalité, il est meilleur aux alentours de Mach 1.2, si on veut un bon rapport vitesse-consommation. Bah oui, en même temps, tu vas pas voler à Mach 2 avec tes bidons et tes bombes, c'est pas fait pour ça. Et dernier petit point sur les entrées d'air, le F-16 a été une plateforme pour tester les entrées d'air du F-35. Ici, l'extrusion du dessus est remplacée par une bosse, qui fait littéralement le même boulot, mais en ayant une signature radar plus faible, d'où l'intérêt pour le F-35. Allez, descendons un petit peu au niveau du train avant. Ce dernier a été un peu un casse-tête parce que l'avion n'est pas très grand, il y a donc peu de place pour le ranger. Alors ils ont eu l'idée de le mettre sous l'entrée d'air, et ce pour deux raisons. La première, c'est que si tu mets le train sous le cockpit, la poussière soulevée par la roue, les cailloux et les débris sont envoyés dans l'entrée d'air. Voilà, bonne chance pour la survie du moteur. Et la deuxième, c'est que ça permet de mettre un train plus court, vu qu'il y a moins d'1 mètre de haut. Et quand il se rétracte, il tourne sur lui-même à 90 degrés, pour prendre moins de place. C'est malin, non?
De même, la cinématique sur le train principal à l'arrière est très impressionnante, comme sur le F-104 ou le Mirage F1. Fallait faire rentrer le train dans un espace très limité. J'adore ce genre de mécanisme, vraiment c'est trop bien. Alors c'est cool, notre F-16 peut décoller, mais au décollage, parfois, les pilotes tirent comme des sagouins sur le manche. Parce que c'est bien pour monter rapidement de latitude, et surtout, c'est assez marrant. Oui, on ferait tous la même chose. Et là, sur ces images, on remarque que les ailes se plient à l'avant et à l'arrière. Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs? C'est des appareils sustentateurs, comme sur globalement tous les avions. Mais cette fois-ci, ils s'adaptent en temps réel pour augmenter la portance lorsque l'angle d'attaque est important. Ça augmente la surface de l'aile, ce qui la rend plus efficace. Ça permet au F-16 de garder une bonne maniabilité, même à faible vitesse. Et c'est les commandes électriques qui gèrent ça. Le pilote n'a pas d'action vraiment concrète dessus. Et parlons d'ailleurs de ces commandes électriques. Elles sont programmées pour faire voler l'avion de manière stable, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi pour limiter le facteur de charge. Il ne faut pas passer au-dessus de 9G, déjà parce que le pilote peut perdre connaissance, et parce que l'avion lui-même aurait du mal à résister. Aérodynamiquement, le F-16 peut monter beaucoup plus haut, aller jusqu'à 15-16 G, voire plus, mais structurellement, il est incapable de supporter ça. Et ces commandes électriques peuvent aussi sauver des vies. Je parlais à l'instant du risque de perte de connaissance du pilote à cause d'un facteur de charge, et c'était la raison de pas mal de crashs. Du coup, à partir de 1997, la NASA et le Skunkworks, l'entité derrière le SR-71 par exemple, développent un système, l'auto-GCAS, capable de détecter quand un pilote perd connaissance, pour reprendre le contrôle de l'avion à sa place. Ça aide aussi en mission quand le pilote surestime sa distance avec le sol, ce qui peut éviter des crashs par mauvais temps par exemple, ou quand le pilote est trop déconcentré. Et le fonctionnement du système est assez marrant. C'est juste des données cartographiques en relief et la position de l'avion qui sont prises en compte. C'est-à-dire que dans chaque F-16, t'as juste la map du monde en relief. Pour continuer sur l'histoire des versions, certains F-16 seront modernisés à mi-vie. Certains F-16 A et B ont été concernés, surtout en Europe, ce qui a donné les versions F-16 AM et BM MLU pour Midlife Update. D'autres versions arriveront plus tard, certaines destinées à un seul client, comme par exemple la Corée du Sud avec le KF-16. Ça arrive généralement quand les avions sont fabriqués sous licence. Et en parlant de versions ou même de modèles, certains pays se sont carrément basés sur le F-16 pour créer leur propre avion. Par exemple, au Japon, ils ont fait le Mitsubishi F2, surnommé le Viper Zero. Assez cocasse quand même comme nom. Il est un poil plus grand, ce qui lui permet d'emporter plus d'armement et de carburant. Si on va un peu plus au sud, à Taïwan, ils ont aussi un avion. Mais celui-là, pour le coup, il est vraiment bizarre. En gros, ils ont mixé un F-16 avec un F-18 et un F-5. Voilà, c'est pour ça qu'on retrouve un peu des trois chez lui. C'est assez marrant. En caractéristiques physiques des versions modernisées des F-16, il y a notamment ces bosses sur le dessus du fuselage et des ailes. Et à quoi ça sert? Alors, il y a deux possibilités. Soit c'est des réservoirs de carburant supplémentaires, soit des volumes pour mettre plus d'avionique. Ces derniers, avec l'avionique, sont surtout présents sur les biplaces. Et c'est dommage quand même, parce que s'ils avaient fait le XL, il n'y aurait pas besoin de ces produits Behrens vraiment moches sur les avions aujourd'hui. Parce que franchement, honnêtement, c'est affreux, genre. Et finalement, si on regarde les versions très récentes, il y a évidemment le F-16V, fait pour Viper, qui est entré en service en 2020. C'était il y a très peu de temps. Il est grandement modernisé, l'avionique n'a plus rien à voir, il a un radar bien plus performant et peut emporter une plus grande palette d'armement. L'idée est de garder un avion moins furtif qu'un F-22 ou qu'un F-35, mais beaucoup moins cher à construire et à utiliser. C'est pour ça qu'il a eu un énorme succès à l'international, et qu'il est encore en fabrication aujourd'hui. Alors voilà, c'est assez dingue de se dire qu'un avion qui a fait son premier vol il y a plus de 50 ans est encore produit aujourd'hui, est encore en service dans plein d'armées et est destiné à rester encore très longtemps. Ce F-16V dont on vient de parler n'est pas une révolution, mais un aboutissement. On prend une cellule éprouvée, on lui met des électroniques modernes, des capteurs performants, et on obtient un chasseur encore parfaitement pertinent aujourd'hui, qui ferait presque pâlir un F-35 sur certains théâtres d'opération, le tout pour un prix bien moins élevé, tant en fabrication qu'en maintenance. C'est pas pour rien que le F-16 est aujourd'hui l'avion de chasse avec le plus d'unités en service dans le monde, plus de 3200 au moment où je fais cette vidéo. Et réussir à l'époque de faire un avion capable de traverser le temps de cette manière, c'est du génie. Un génie qui ne vient pas de nulle part. Il est le fruit de décennies de recherche, d'innovations souvent en avance sur leur temps, qui ont permis le développement d'un avion de chasse à la fois efficace et fiable, et surtout, une conception suffisamment visionnaire pour continuer bien plus tard à nourrir de nouveaux projets et à ouvrir la voie à des recherches toujours plus fascinantes. Le F-16 n'est peut-être pas l'avion le plus futuriste d'aujourd'hui,
mais c'est sans doute celui de son époque qui a le mieux compris son futur.